Une question revient souvent. Quel était le pouvoir d'achat d'une pièce de monnaie ancienne à l'époque où elle circulait? Toutes les monnaies plus ou moins profondément enfouies dans notre sol ou simplement oubliées dans un tiroir peuvent généralement être datées et leur lieu de fabrication localisé. Mais quel était le pouvoir d'achat? À cette question, on ne peut répondre que par trois autres. Où, quand et dans quelles circonstances? En effet, il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'un denier permettait de payer, d'autant que non seulement les prix variaient dans le temps et selon les lieux, mais la valeur de la monnaie diminuait tout au long des siècles. Les pièces dont on aimerait connaître la valeur libératoire à l'époque de leur circulation concernent, en majorité, des montants de faible volume pour des achats modestes. Certains prix élevés gardent une certaine stabilité, dans le cas du foncier et de l'immobilier, ainsi que celui du gros bétail. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les prix de la vie courante. C'est pourquoi on peut donner les prix d'une maison, pour une, voire plusieurs années. Mais cela est impossible pour l'alimentation dont le prix évolue très rapidement en fonction des conditions du jour, le climat, les réserves ou la situation politique. On trouve aujourd'hui des tableaux et des listes de prix et de salaires, mais trop souvent pour des produits du quotidien, sans prendre en compte des variations saisonnières qui peuvent être importantes. Les sources sont rares jusqu'au XVIe siècle. On rencontre les prix de certaines choses au hasard d'une lecture. Par la suite, les mercuriales qui donnent les cours des denrées sur les marchés permettent de connaître assez précisément l'évolution des prix. Un prix isolé n'apporte aucune information intéressante. Savoir qu'un manœuvre gagnait 3 francs par jour en 1900 ne présente d'intérêt que comparé par exemple au prix du pain à la même époque. 38 centimes le kilo. Le manœuvre gagnait donc de quoi acheter près de 7,9 kg de pain par jour. 10 ans plus tôt, il n'en aurait eu que 6 kg. Et 10 ans plus tard, 8,25 kg. On peut donc constater un progrès lent, mais sensible dans le domaine de l'alimentation et donc du niveau de vie. Comparativement aujourd'hui, avec une journée de salaire au SMIC, on peut acheter 14 kg de pain. Dans le même temps, les salaires ont évolué. En 1910, le manœuvre gagne 3 francs 30 par jour, soit une augmentation de 10%. Pour mémoire, en novembre 1923 en Allemagne, un dollar représentait 100 milliards de marks, et même une boîte d'allumettes coûtait plusieurs milliards de marks. Cela ne signifiait pas que la boîte d'allumettes était hors de prix, mais simplement que le mark ne valait plus rien. On assiste au même phénomène au Zimbabwe, mais multiplié par 100 000. Aujourd'hui, les médias indiquent trop souvent le salaire du travailleur d'un pays en euros, mais précisent rarement le pouvoir d'achat de cette somme dans le pays. Inconsciemment, nous comparons ce montant à nos prix, ce qui ne signifie rien et donne une fausse idée de la situation du pays. Il y a cependant des périodes de stabilité. L'exemple en est le franc germinal, qui fut créé sous le consulat par la loi du 27 mars 1803, et fut le garant de la stabilité des prix pour les 120 ans à venir. On pouvait donc économiser pièce par pièce, sans crainte de dévalorisation, et jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y avait très souvent dans les héritages une boîte à biscuits contenant quelques écus d'argent et des 20 francs or. La notion de prix fixe est récente, si l'on accepte les mesures d'imposition des prix comme l'édit du maximum, promulgué en 301 par l'empereur Dioclétien. Le prix était normalement fixé par accord entre le vendeur et l'acheteur, comme cela se passe encore de nos jours. Par exemple, dans les marchés aux truffes, le cours de la truffe n'est connu qu'à la fin du marché. Le marchandage est donc de règle. Avec la naissance des grands magasins comme le Bon Marché, en 1852, apparut le prix fixe. Il n'était plus question de laisser les vendeurs établir un prix en accord avec les clients. Cette pratique s'est répandue, à quelques exceptions près, comme le marché de l'occasion, et aujourd'hui on regarde souvent le marchandage comme une pratique primitive et malvenue, alors qu'il s'agit simplement de satisfaire le vendeur et l'acheteur. Aristide Boucicaut, employé du Bon Marché, mercerie parisienne, il devient bientôt patron du nouveau Bon Marché, dont le magasin, à la fin du 19e siècle, totalise quelques 5000 hectares consacrés à la vente à prix marqué. Au 1er siècle à Rome, un travail manuel était payé 1 denier de bon argent par jour, et la solde d'un légionnaire était de 300 deniers par an, soit 12 oreilles. Les salaires des deux étaient donc très proches l'un de l'autre. Sous le bas empire romain,
L'édit du maximum de Dioclétien intervient pour freiner l'inflation et nous donne un tableau de quelques prix. À la fin du IIIe siècle est créé le numus pour 12,5 deniers. L'antoninianus est alors reçu pour 2,5 deniers. Le denier à cette époque n'est plus en circulation mais reste une unité de compte théorique. Quelques salaires apparaissent dans le tableau qui ne doivent pas se situer en dessous. Ces prix furent plus ou moins appliqués dans l'Empire romain au début du IVe siècle. Pour les salaires journaliers, le manœuvre agricole gagnait 25 deniers, un forgeron 50 deniers et un muletier 25 deniers. Et pour une plaidoirie d'avocat, ça coûtait 1000 deniers. Mais ce sont surtout les prix des denrées qui permettent d'avoir une idée du niveau de vie. Pour une livre de viande de porc, ça coûtera 12 deniers. Pour une livre de viande de bœuf, 8 deniers. Pour une livre de viande de sanglier, 16 deniers. Le manœuvre gagnait donc journellement de quoi acheter 1,5 kg de bœuf. De nos jours, avec un salaire journalier au SMIC, on peut s'acheter environ 2,4 kg de bœuf. Pour le porc, l'évolution des choses fait qu'à l'époque, une journée de travail permettait l'achat d'1 kg, contre 6 kg aujourd'hui avec le SMIC. Mais la Gaule romaine ne disposait pas alors des 14 000 élevages actuels pour près de 14 millions de porcs. Pour une oie, 200 deniers. Pour un paon, 300 deniers. Pour un œuf, 1 denier. Et pour arroser le tout, avec un bon vieux vin à 24 deniers, il est 9 litres 5. Ou le vin ordinaire à 8 deniers. Enfin le luxe, une paire de chaussures de qualité à 75 deniers, ou alors une livre de soie pour 12 000 deniers. En Gaule, lorsqu'arrivent les Francs-Saliens venus de Germanie entre le IVe et le VIe siècle, ils apportent avec eux leur loi orale, la loi salique. Si ce texte de 71 articles ne donne pas les prix et les salaires, il donne une idée des valeurs de l'époque. En effet, il s'agit des montants des amendes payées pour une série de délits ou de crimes, précisément répertoriés. On y apprend que le vol d'une ruche coûtait 45 sous d'or, que de presser la main d'une femme libre, 15 sous. S'il s'agissait du bras, 30 sous, et 35 sous pour le sein. On découvre ainsi que le harcèlement sexuel était moins puni que le vol d'abeilles, mais puni quand même. Un cheval valait 5 sous d'or, une vraie fortune. La monnaie en circulation est alors le triens, c'est-à-dire un tiers de sous. Donc il fallait 15 triens pour acheter un cheval. La loi salique fixait à 30 sous l'amende pour le vol d'un cheval, ou 90 triens. Bien entendu, il n'était pas question de salaire, les envahisseurs francs étaient les maîtres et ne travaillaient pas. En 1199 précisément, Jean Santerre fixait le prix du tonneau de vin d'Anjou à 24 sous esterlins. Le sou vaut 12 deniers, et, dans le Maine, il faut 2 deniers mensois pour un esterlin. L'habitant du Mans payait donc le tonneau 576 deniers mensois. Pour expliquer le calcul, 12 deniers pour un sou, 2 deniers mensois pour un esterlin. Donc 24 sous, multipliés par 12 deniers esterlins, multipliés par 2 pour changer en deniers mensois, qui nous donne les 576 deniers mensois. On ne peut comparer ces sommes qu'au salaire journalier d'un denier mensois, qui était généralement payé pour diverses corvées, et en déduire que cela correspondait environ à 2 litres de vin. Le prix d'un cheval a été multiplié par 12 depuis le 7e siècle, il coûte désormais 60 sous. Rappelons que la monnaie de compte est alors la livre, divisée en 20 sous, et que le sou vaut 12 deniers. Le sou est uniquement une monnaie de compte qui n'est pas matérialisée par une pièce. Seuls existent alors les deniers et dans certains cas l'obole. Le seul métal monnayé est alors l'argent. Sous Louis VII, un bœuf coûte 20 sous et un cheval 40, donc le double. Il faut donc 240 deniers pour l'achat d'un bœuf et donc 480 deniers pour un cheval. Ces prix sont pour l'année 1150 et il est très peu probable que la valeur de ces animaux évolue beaucoup dans le courant de l'année. Notons que pour la même année, le prix d'un palefroid peut atteindre 10 livres, donc 2400 deniers. Mais là, c'est un animal de grand luxe. En 1250, les croisades. Les prix peuvent varier considérablement selon les circonstances, comme en avril 1250, alors que le prix du bœuf est multiplié par 80. À Damiette, lors de la 7e croisade, l'armée des croisés commandée par Louis IX est immobilisée au bord du Nil. Jean de Joinville écrit en avril 1250 « Il advint par là une si grande cherté dans le camp, que tantôt la Pâque fut venue, un bœuf valait dans le camp 80 livres, un mouton 30 livres, un porc 30 livres, un œuf 12 deniers, et un muid de vin 10 livres. » Louis IX fut le créateur d'une nouvelle pièce, reçue pour 12 deniers,
le gros tournoi. Dans la situation décrite par Joinville, c'était le prix d'un œuf. Mais il fallait 1600 gros tournois pour un bœuf. Pour payer ces lourdes sommes, les croisés disposaient d'une seule monnaie d'or, le dinar, frappé à Saint-Jean d'Acre, imitant les monnaies locales. Ce dinar pesait environ 3 grammes et devait correspondre approximativement à 7 ou 8 livres tournois, soit environ 150 sous, donc 3000 deniers. Sous Philippe IV et V, l'inflation qui fait monter les prix baisse en conséquence la valeur de la monnaie. Le denier de Philippe IV n'est plus la même valeur que celui de Louis IX. Pour 15 deniers en 1300, on peut acheter une paire de souliers, c'est-à-dire 3 ou 4 jours de travail agricole, payés 4 ou 5 deniers par jour. Là encore, les détails essentiels manquent, la qualité des chaussures, du cuir et de la boucle. En 1317, avec 2 deniers, on achète une livre de pain blanc. Le pain constitua alors encore, et pour des siècles, la base de l'alimentation. À Mayenne, un tarif du XIIIe siècle, qui est toujours en usage au XVIe, sans modification des sommes, donne un montant de 4 deniers mensois par cornière de couette de plume. La couette ayant 4 coins, le prix était de 16 deniers. Le passage des animaux était également tarifé. 1 denier mensois pour un âne ou un mulet, et toute bête à pied fourché 4 deniers mensois, sauf les chèvres réputées indésirables. Dans le nord du royaume, avant que la guerre n'éclate, la journée de travail d'un faneur est alors payée 5 deniers en 1331. La guerre provoque des variations de ce salaire. 12 deniers en 1349 et 14 deniers en 1351. Là encore, ce n'est pas le signe que les salaires ont augmenté, mais que la monnaie s'est dévaluée. En 1341, un bœuf coûte environ 50 sous, donc 50 gros tournois. Mais à cette date, la valeur du gros tournoi est passée de 12 deniers à 15. Donc ces 50 gros ne valent plus 600, mais désormais 750 deniers. Au XVe siècle à la Flèche, le passage de la ville avait aussi un tarif précis de péage. 4 deniers pour un faucon, 4 deniers pour des draps chargés sur un cheval, 12 deniers s'ils sont sur une charrette tirée par des bœufs. Certaines personnes figurent aussi dans ce tarif. 4 deniers pour les femmes joyeuses, 5 deniers pour les maîtres d'épée et les juifs. Les informations sont plus nombreuses et elles permettent de juger des prix au cours des saisons. Lorsque le blé vient d'être moulu, le prix du pain est au plus bas. Mais plus la farine se raréfie, plus le prix monte. La pire période étant celle qui correspond au moment où la récolte du grain de l'année précédente est épuisée, alors que les épis de la prochaine sont à peine mûrs. Voici quelques prix dans le Maine en 1572. Le tableau des prix comparés dans le Maine entre janvier et novembre de l'année 1572 permet de se faire une idée des variations au cours de l'année. L'augmentation du prix du pain entraîne la hausse des prix, alors que les salaires évoluent peu. Pour la livre d'un pain de froment, en janvier coûtera 12 deniers et en novembre 14. La livre de lard frais, 3 sous et 6 deniers, en novembre 4 sous. Un bon chapon gras, 7 sous et 7 sous au mois de novembre. Le lapro de Garenne, 4 sous en janvier, 5 sous en novembre. Le lapro de Clapier, 20 deniers, et en novembre 2 sous et 6 deniers. La livre de chandelle, 3 sous en janvier, 3 sous et 6 deniers en novembre. Le quintal de foin, 18 sous et 14 sous au mois de novembre. Pour des salaires, un tailleur couturier touchera 7 sous en janvier et 8 sous au mois de novembre. La femme couturière, 4 sous en janvier et 4 sous au mois de novembre, pas d'augmentation. Le maçon ou tailleur de pierre, 7 sous et 6 deniers en janvier et 8 sous au mois de novembre. Au XVIIIe, désormais, les documents qui permettent de connaître le rapport entre la monnaie et les prix sont de plus en plus nombreux. On dispose par exemple des comptes de fabrique. La fabrique d'église était constituée d'un certain nombre de personnes, nommées pour veiller à l'entretien de l'église de la paroisse. La fabrique devait rendre des comptes, et ces documents ont souvent été conservés. On y apprend entre autres le prix des chandelles, des cierges ou des locations de terre. Pour la location de terre, pour une journée de charruage, d'une trentaine d'arts, ça lui coûtera 4 livres tournois et 10 sols. Une livre de chandelle, 9 sols. Une pinte d'huile, 11 sols. 1 livre de sel, 4 livres tournois. 1 an de cierge et d'encens, 39 livres tournois et 5 sols. En 1744 à Paris, de nombreux documents nous donnent une idée de plus en plus précise du pouvoir d'achat. Voici quelques prix relevés au hasard à Paris en 1744 sur des reçus. Le prix d'une brebis et de son agneau, 5 livres tournois. Une vache et son veau, 40 livres tournois. Une génisse et un taureau, 45 livres tournois. Le prix d'un lit complet équipé avec son chevet, 10 livres tournois.
Un vaisselier et son buffet avec tiroir et serrure, 15 livres tournois. Et pour tenir compte des variations à titre d'exemple, prenons le prix d'un sac de grains de froment d'environ 150 litres à Paris, en janvier 1766. À Paris comme à Provins, il est de 14 livres, mais monte à 20 livres et 10 sols à Montlhéry. À Toulouse, l'écart est encore plus grand, 12 livres et 16 soldes. À la veille de la Révolution, un bonnetier parisien, Alexandre Breton, éditait un tarif des produits qu'il proposait. Ainsi, le prix de la paire de bas pour homme était de 12 livres en lapin blanc, 19 livres en vigogne, 102 livres en castor et 120 livres en soie. Donc pour cette paire de bas en soie, il fallait pour l'acheter 20 écus de 6 livres. La loi du maximum général. Dans la période révolutionnaire, la montée des prix fut rapide. Un sac de blé passait de 50 livres au début de l'année, 1793, à 100 livres en mai. Pour freiner ce mouvement, il fut décidé, comme l'avait fait Dioclétien, de fixer un maximum de prix à ne pas dépasser pour 39 articles de consommation courante. En septembre, la loi du maximum général devait régler le problème, mais il n'en fut rien. À Paris, le prix de la livre de pain doublait de 3 à 6 sous, et pouvait même atteindre dans certaines régions jusqu'à 18 sous. Et ce n'est qu'un début. La livre de pain coûte 12 livres et les prix flambent, multipliés par 10. Cette loi du maximum général a été abolie 3 ans plus tard, en 1796. Si, en 1792, on paye encore en monnaie métallique, celle-ci s'est raréfiée, et on a recours aux monnaies particulières comme le monnéron et le clémençon, et surtout aux assignats, comme ceux de 50 et 5 livres. Au XIXe siècle, les mercuriales sont courantes et donnent le cours du jour constaté au marché. C'est ce cours qui est appliqué pour les transactions jusqu'au prochain marché. Dès lors, les informations deviennent régulières et s'étendent à de nombreux produits de consommation courante. Voici quelques prix à Marseille en 1800. La livre de chandelle est à 65 voire 70 francs. La livre de café, 80 francs. La livre de moka, 84 francs. Les 100 kg gruyère est à 42 voire 45 francs. Et pour 144 litres d'huile d'olive, 106 francs. On commence aussi à trouver des catalogues à prix fixe à Paris en 1830. La maison Leblanc et compagnie vend tout pour la garde nationale et édite un catalogue pour les différents éléments de l'uniforme rural qui est bien sûr à la charge des individus. 40 francs en 1830, c'est une somme non négligeable. Rappelons que tous les Français âgés de 20 à 60 ans sont appelés au service de la garde nationale. Cependant, il y avait des exceptions, les magistrats, les douaniers, les militaires, le personnel des maisons d'arrêt et même les vagabonds. Mais pour une pièce de 40 francs, on pouvait s'équiper. Pour ces années 1830-1831, une enquête donne les résultats suivants. Un homme seul dépense annuellement 480 francs, dont 340 francs pour la nourriture, 60 pour l'habillage et 48 pour son loyer et l'éclairage. Pour une femme seule, les dépenses se montent à 323 francs, dont 215 francs de nourriture, 50 francs d'habillage et 33 francs de loyer et d'éclairage. Ces dépenses se montent à 761 francs pour un ménage sans enfant, à 879 avec un nourrisson et à 925 avec un enfant de 6 ans. Mais ce que l'enquête oublie de signaler, c'est qu'en général, les familles comptent en moyenne 7 enfants. À cette époque, un ouvrier du bâtiment touche à Paris un salaire de 3 francs 50 par jour. Dans un atelier de filature, un homme gagne environ 2 francs 50 et une femme 1 franc. Les pièces utilisées par ces employés et ouvriers sont des monnaies d'argent et de bronze, pour des valeurs comprises entre 1 centime et 5 francs. La monnaie d'argent 50 centimes et 5 francs sont alors à l'effigie de Louis XVIII. Celles de bronze ne sont plus émises, et les monnaies de la Révolution et de l'Empire ont toujours cours, et ce jusqu'en 1856. À propos de la mort du député Jean-Baptiste Baudin sur les barricades le 3 décembre 1851, Victor Schwelcher, dans son Histoire des crimes, écrit « Sa mort ne fut pas sans amertume. Nous ne voulons pas nous sacrifier pour les 25 francs, lui avait dit un ouvrier. Vous allez voir, réplique Baudin, comment on meurt pour 25 francs. L'ouvrier gagnait alors chaque jour moins de 5 francs. À Rennes, en mars 1864, un étudiant rennais écrit à son père. « J'avais compté sur la somme de 10 francs par mois, croyant qu'on ne pouvait guère moins dépenser ici. Et lorsque tu me dis combien il te faut de mal pour gagner cela, je me reproche mes dépenses passées. » À titre de comparaison, à la fin du XIXe siècle, une femme de ménage gagne 1 franc 50 par jour. Au début du XXe siècle, un ouvrier métallurgiste gagne entre 10 et 11 francs par jour, sur une journée de 10 heures, soit 2 écus. Un ouvrier agricole ne touche qu'1 franc 25.
un manœuvre touche 30 centimes par jour. Et le kilo de pain se vend à Paris alors 34 centimes et le journal 5 centimes. On peut rencontrer, dans des endroits inattendus, des tarifs surprenants. Ainsi, au printemps 1889, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Assé fixait à 15 centimes la prime pour chaque kilo de hanneton mort apporté à la mairie. Ils seront pesés et enfouis dans la terre avec un lit de chaux. Pour cette somme, on pouvait acheter un demi-kilo de pain, mais pour 1 kilo de hanneton, il faut du temps pour les attraper. Enfin, pour l'esthétique, en 1903, un écu de 5 francs faisait l'affaire pour se refaire une beauté, ce qui est beaucoup plus raisonnable que les prix actuels pour la chirurgie, et, à en croire la publicité d'époque, le résultat était stupéfiant. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo historique jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Concernant la dernière vidéo et la fin des vidéos de détection, je vous remercie, un grand merci à tous pour vos commentaires, ça m'a fait très chaud au cœur votre soutien, merci à tous. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, j'espère qu'elle sera plus agréable que la précédente, et surtout portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.